Je suis certain qu'on va prendre énormément de plaisir. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes flops de l'année 2019. Alors il y a une vidéo top film et une vidéo top série qui doivent traîner aussi quelque part, n'hésitez pas à aller les voir, au pire c'est en description. Et je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on enchaîne tout de suite avec le premier film. Numéro 10, Rambo Last Blood. Eh ben il a vieilli Rambo, hein. Il a vieilli Rambo. Ah non sérieux, c'est un remake de Maman j'ai raté l'avion avec un petit peu de Taken. Mais du mauvais Taken, hein, genre le 2 ou le 3. L'histoire, c'est celle de Rambo qui a vieilli et qui vit maintenant dans un ranch près de la frontière mexicaine. Quand sa fille de substitution s'est fait kidnapper par des mecs qui veulent en faire une prostituée, donc un peu comme Taken, il décide de rentrer dans le game, de reprendre les armes et de tous leur faire la peau. Et bah c'est pas très réussi tout ça. C'est pas très réussi, alors effectivement on a du gore, mais du gore ça fait pas de bonnes scènes d'action. Ce qui fait de bonnes scènes d'action, c'est la mise en scène et les enjeux. Là, niveau mise en scène, c'est zéro, et niveau enjeu... Et le film est tellement mal raconté, mais tellement mal raconté, on est devant une histoire qui traîne la patte, on dirait que le réalisateur, il a même pas vraiment envie d'y croire, et je crois que je n'ai jamais vu Sylvester Stallone avec un jeu aussi plat. Ce qui est dommage, c'est que justement le personnage de Rambo est vieux, et du coup tu pouvais en faire un papy un petit peu fou, un petit peu paranoïaque, qui se réveille la nuit et qui prend son flingue et qui a envie de buter tout le monde. Enfin quelqu'un avec un vrai stress post-traumatique qui du coup perd la boule. T'aurais pu faire ça, parce qu'en plus ils te le disent que le personnage il perd la boule. Mais ils te le montrent pas, c'est dommage. Et ça aurait été l'occasion pour Sylvester Stallone d'encore plus montrer sa palette d'acteurs. Parce qu'on l'a jamais vraiment vu jouer quelqu'un de complètement taré, qui a des hallucinations et tout. Punaise, ça s'écrivait tout seul. Tu faisais un Rambo qui perd la boule, tu racontes la même histoire en un peu plus intéressant, avec des méchants qui tiennent un peu plus la route, et des personnages moins caricaturaux, et ça y est, ça marchait, hein. Tu pouvais même laisser la scène d'action finale telle qu'elle. Même si la mise en scène n'est pas intéressante, bah, les enjeux, ça aurait été que Rambo, ça y est, il explose et il laisse un petit peu s'échapper toute sa colère. Mais non, il n'y a rien de tout ça, donc Rambo Last Blood, c'était vraiment pas terrible. Numéro 9, Us. Ah, quel dommage. Se foirer dès son second film. C'est vraiment triste. Us est un film d'horreur qui nous raconte l'histoire d'une famille américaine qui part en vacances et qui, à la nuit tombée, se retrouve face à eux-mêmes, en réalité, mais sauf qu'ils veulent les tuer. Donc c'est des doubles d'eux qui veulent les buter, et c'est ça le postulat de départ. Et sur le papier, c'est une idée de ouf. Sauf que à aucun moment ça ne fait peur, et l'explication des doubles, non. Et pourtant, je trouve que Jordan Peele, avec son premier film Get Out, arrivait quand même à me foutre les boules et à me faire bader. Et ouais, moi j'ai eu un petit peu peur devant Get Out à l'époque, je me souviens que j'étais en suspense. À la fin, tout retombait, parce que je trouve que le troisième acte de Get Out, il part totalement en vrille, il raconte rien, et du coup ça fait plus du tout peur. Mais ouais, pendant l'acte 1 et l'acte 2, ça fonctionnait pas mal. Pendant Us, rien ne fonctionne. À part peut-être la scène d'ouverture, et encore. Mais c'est vrai que globalement, bah, l'histoire elle ne tient pas la route. Mais ça ne tient pas debout. Pas une seconde. Du coup, je vois pas comment on pourrait rentrer dans le film. Surtout que comme je l'ai dit, à aucun moment ça fait peur. Donc voilà. C'était compliqué de rentrer dedans. Numéro 8, Hellboy. Bon, sur Hellboy, on va faire court, hein. On va faire court. Hellboy nous raconte donc l'histoire de Hellboy, qui est un remake un peu de la première histoire de Guillermo del Toro. Donc, nous suivons Hellboy qui va se battre contre des méchants, qui va être chapeauté par son père adoptif, et qui va essayer de se faire accepter dans la société. Et voilà. Je me rappelle que c'est Mila Jovovich la méchante, mais je me rappelle pas du tout ce qu'elle veut. Et c'est vrai que, bah, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le personnage de Hellboy se porte mal au cinéma. Et c'est dommage, parce que les deux premiers Hellboy, c'était vraiment de la qualité. On espérait tous le troisième, Guillermo del Toro l'a teasé pendant longtemps. On sait que Ron Perlman, malgré le fait qu'il aime pas du tout le maquillage, il serait ok pour le refaire, parce que Guillermo, c'est son pote, et qu'il a pas envie de le laisser en plan comme ça. Mais à la place, on a eu un reboot. Un reboot qui, dans ses premiers visuels, était plutôt dark. Mais c'était que les premiers visuels. Parce que dès la première bande-annonce, ça sentait le sapin. Et à juste titre.
On est devant un film qui essaie de copier Marvel. Alors on a l'humour, on a les enjeux au ras des pâquerettes, on a les péripéties qui s'enchaînent un petit peu n'importe comment. Il y avait un tableau que j'attendais, c'était celui où Hellboy se bat contre 3 géants, et bah même cette scène-là, elle est expédiée. Le combat final dure 2 minutes, il se passe rien. On a des scènes purement humoristiques dans ce film. Des scènes qui ne font pas avancer le scénario, mais qui sont là juste pour faire des blagues. Non. Et même si les effets spéciaux sont très corrects, on va pas se mentir, la mise en scène, c'est un peu n'importe quoi. Et puis comme je viens de le dire, les scènes d'action, elles durent toutes 2 minutes, montre en main. Genre Iron Man 2, vous vous rappelez d'Iron Man 2 ? Bah c'est le même. En moins bien parce qu'il n'y a pas Tony Stark. Numéro 7, Captain Marvel. Ah, celui-là, je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Déjà que l'année dernière, quand j'ai mis Black Panther dans le flop, ça n'avait pas plu. Je pense que là, je vais encore me faire quelques dislikes. Captain Marvel nous raconte l'histoire de Karen Delver, une soldat Kree, donc c'est des soldats extraterrestres, qui se retrouve coincés sur Terre et qui va devoir déjouer un complot des Skrulls qui sont en train de prendre apparence humaine et qui essaient un petit peu de s'infiltrer dans toutes les hautes institutions. Et c'est mauvais. Dieu que c'est mauvais. Mais j'ai pas compris les critiques. Quasiment tout le monde a apprécié Captain Marvel. Non. Juste non. C'est vraiment flingué, Captain Marvel. Je ne me suis attaché à aucun personnage du film. J'ai trouvé que les couleurs étaient mauvaises, c'était trop criard, c'était soit beaucoup trop clair, soit beaucoup trop sombre. Les scènes d'action ne sont pas intéressantes, et le personnage de Carol Danvers... Oh, c'est selon moi le pire personnage du Marvel Cinematic Universe. Devant Spider-Man. Le film se passe dans les années 90, du coup... Captain Marvel reçoit l'aide de Nick Fury qui est plus jeune et qui pour le coup est très bien rajeuni. Bon, on voit qu'il a toujours son corps de soixantenaire, c'est dommage qu'ils aient pas pris un acteur plus fin et collé les traits de Nick Fury dessus. Je pense que ça aurait été plus réaliste parce que ouais, dans les années 90, Samuel L. Jackson il était mince quoi, donc là tu le vois costaud, même avec une tête de mince, c'est dommage, ça passe pas totalement. Néanmoins, il est très bien rajeuni, mais... et je pense que certains vont me voir venir, on nous dévoile pourquoi Nick Fury a un cache-œil et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde son œil. On se rappelle que dans Captain America 2, il avait dit « La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'y ai perdu un œil. » Je ne vais pas spoiler, mais la manière dont Nick Fury se trouve borgne, c'est éclaté. C'est éclaté. Manque de respect pour Nick Fury. Le directeur du SHIELD, le mec qui a rassemblé les Avengers. Non, je suis pas un fan du Marvel Cinematic Universe, mais je suis désolé, au bout d'un moment, respecte tes personnages. De toute façon, vous avez tous vu Captain Marvel. Vous avez tous vu Captain Marvel, je sais pas pourquoi je spoile pas alors que tout le monde l'a vu. Bref, il m'a fait beaucoup de mal ce film. Numéro 6, Brightburn. Brightburn, c'est typiquement la fausse bonne idée qu'il ne faut absolument pas faire. Ce film nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vient de l'espace, qui a été adopté par des fermiers et qui possède un peu la même origin story que Superman. Sauf que, à l'adolescence, il va mal tourner et décider de tuer son entourage. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée. C'est comme la purge, American Nightmare là, c'est pareil. La fausse bonne idée. Il n'y a pas un seul American Nightmare qui est bien. Et me parlez pas de votre série là. Si j'ai pas aimé les films, je vais pas mater la série, c'est logique. Et Brightburn, je suis allé le voir en me disant que... ça allait être un petit peu comme... comment il s'appelait ce film avec les trois jeunes, les 3 ados qui ont des super pouvoirs et qui à la fin il y en a un qui part en vrille. Chronicle. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu comme ça, c'est-à-dire sombre, social, où on va un petit peu essayer de te faire réfléchir sur comment la société traite les gens différents, ou en tout cas les gens qui ne sont pas dans le coup. Eh bien non, pas du tout. Brightburn, c'est du Smallville. Vous vous rappelez les épisodes où Superman prend la kryptonite rouge dans Smallville? Bah voilà, c'est Brightburn. C'est-à-dire que c'est ridicule. Ouais, d'accord, c'est violent et ça se la joue un peu film d'horreur. Mais c'est complètement ridicule. L'évolution du gamin vers le côté obscur, tu n'y crois pas du tout. Pas une seule seconde. Son mobile n'a aucun sens.
Et oui, ça fait un petit peu peur à certains moments, il y a un petit peu de suspense, mais bon, c'est un gamin qui a les pouvoirs de Superman. Tu peux pas avoir peur pour les personnages. Tu sais qu'il va les tuer. Normalement, dans un film d'horreur, t'as peur pour les personnages parce qu'ils ont une chance de s'en sortir. Et t'as envie qu'ils s'en sortent. Mais là, quand il s'en prend à quelqu'un, voilà. C'est pas le requin des dents de la mer où tu peux aller sur la plage, hein. Non, non. Là, t'es mort. Du coup, bah, ce film n'a aucun sens, en réalité. Fausse bonne idée, je le répète. On a des personnages qui sont pas intéressants, qui sont caricaturaux. On a le bon flic... la gentille maman, le méchant tonton, je crois, ou le méchant beau-père, les élèves à l'école qui sont méchants. Enfin voilà, c'est un film que j'avais déjà vu avant de le regarder. Et j'y suis allé en me disant, ouais, peut-être que ce sera une bonne surprise, peut-être que ce sera pas mal, peut-être que ce sera audacieux, peut-être qu'il y aura un antagoniste qui tiendra la route, je sais pas, ils auraient pu le tourner un peu à la Megamind. Où le gamin, à la fin, il redevient gentil. Ou en tout cas, il rencontre quelqu'un de plus méchant que lui. Par exemple. Mais là, dans le film, le gamin, bah, il se chauffe tout seul, en réalité. Et il est méchant, absolument méchant, le mal absolu, et on peut rien faire pour lui. Et du coup, bah, on va le voir entretuer son entourage. Voilà. Et générique. Passionnant. Numéro 5. Happy Birthday to You. Ou Happy Death Day 2. Ouais, c'est ça en anglais. Happy Death Day. C'est la différence avec Happy Birthday. On s'en fout? Ouais, on s'en fout. Happy Birthday to You nous raconte toujours l'histoire de ce personnage, j'ai oublié son nom et on s'en fout, qui se retrouve coincé dans la même boucle temporelle que le premier film, sauf que cette fois-ci, elle est dans un univers parallèle où les personnages sont un petit peu différents de ce qu'elle a connu, donc bah du coup, l'identité du tueur n'est plus la même que dans le premier film et elle doit remener l'enquête. En gros, c'est le même film, quoi. En gros, c'est le même film, en vrai. Alors que ça avait bien commencé. Au début, on suit un personnage secondaire qui se retrouve dans une boucle temporelle, et où elle, du coup, elle est en personnage secondaire, et elle est pivot pour lui, parce qu'elle a déjà vécu ça, et du coup, elle va l'aider. Sauf que ça, c'est les 15 premières minutes. Après, on se reconcentre sur elle, et même film que le 1. Déjà que le 1, il était pas ouf, hein. Le 1, il tenait surtout sur son concept, hein. T'enlèves le concept, y a plus grand chose à sauver du 1. Et là, ils t'ont fait le même. Exactement le même. Quel intérêt de faire des suites? L'argent? Évidemment. Pourquoi je pose des questions comme ça, moi? Bah voilà, bah ça, c'est l'exemple parfait du film qui a été fait pour l'argent, et ils se sont dit, tiens, on a eu un concept qui a bien marché, c'était pas un film de ouf, mais du coup, tous les jeunes sont allés le voir, ça a cartonné, on va faire la suite, et voilà la suite. Donc, Happy Birthday to You possède exactement les mêmes enjeux que le précédent film, un humour qui est moins bon, des acteurs qui jouent moins bien, un scénario moins bien écrit, et un twist final, enfin c'est pas vraiment un twist final, mais ils vont dans des bails vraiment bizarres dans le film, et ça tient pas la route. Mais voilà, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, c'est le même que le 1. Voilà, j'ai tout dit. La suite. Numéro 4, Yesterday. Ça, je crois que c'était ma douche froide. Ma douche froide de 2019, c'était ça. Danny Boyle, les Beatles, une histoire un petit peu comme Jean-Philippe, où le personnage principal se retrouve dans un monde parallèle et personne ne connaît les Beatles, du coup ils décident de reprendre leur tube. Sur le papier, c'est un film mortel. Sauf que non. Sauf que non. Parce que c'est mal écrit. Parce que ça raconte absolument n'importe quoi. C'est pas satisfaisant en termes ne serait-ce que de musique. Moi, si je vais voir Yesterday, je m'attends à retrouver les tubes des Beatles. Non, je retrouve pas les tubes des Beatles. Je passe mon temps à suivre le personnage principal dans son histoire d'amour qui va pas. À un moment, y a une scène très frustrante où le héros se met au piano et décide de jouer Let It Be à ses parents. À chaque fois, il joue les premières notes et il est coupé. C'est le gag en fait, c'est un gag et ça arrive 3 fois ou 4 fois qu'il commence à jouer et qu'on le coupe et qu'il dit « Oh, laissez-moi vous présenter ma chanson Let It Be, elle est belle, laissez-moi vous la chanter. » Il dit « Ok, tu vas nous la chanter, laisse-moi prendre du pain. » Mais il la chante pas.
il ne la chante pas. Tu me mets les premières notes de Let It Be, tu fais en sorte que le personnage se fasse couper à plusieurs reprises, tu me mets Let It Be. Tu me mets au moins couplet, refrain. Il y a le manager du personnage principal qui est quelqu'un de totalement détestable, et ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un antagoniste, mais même pas, il n'y a aucun enjeu qui se joue, rien ne se crée autour de ça. En fait, le film nous raconte l'ascension d'une superstar, et c'est tout. En fait, le film te raconte l'ascension d'une superstar qui a des problèmes de couple. Et peut-être que ça peut marcher dans Rocketman quand on te raconte l'ascension d'Elton John et ses problèmes de drogue, sauf qu'il y a une mise en scène de malade, que c'est bien raconté et qu'il y a un propos. Dans Yesterday, il n'y a pas de propos. À la fin du film, tu sais pas si ce qu'il a fait c'est bien ou ce qu'il a fait c'est mal. Et c'est pas un film qui va te semer des graines pour te permettre de réfléchir par toi-même, hein. C'est pas un film qui va te laisser en te disant « Toi, fais-toi ta morale ». Non, non, c'est un film qui s'en fout. Un film qui dit fais ce que tu veux, moi j'ai balancé mon concept, je t'ai mis quelques concerts, je t'ai mis 2-3 chansons, et voilà, oublie-moi. Bah je vais t'oublier, mec. Bah je vais t'oublier. Numéro 3, Shazam. Alors c'est la période des fêtes, peut-être que si vous voulez regarder Shazam un jour dans votre vie, faut le faire maintenant. Shazam nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui hérite des pouvoirs d'un sorcier millénaire et qui du coup devient un super-héros avec l'aide de son meilleur ami, et bien sûr il va finir par devoir combattre un super vilain. En gros c'est mauvais. En gros Shazam c'est l'humour avant tout, et l'humour est pipi caca. C'est vraiment pour les mômes, les scènes d'action sont mauvaises, il n'utilise même pas ses pouvoirs. Shazam, c'est un personnage qui utilise des éclairs. Et pendant tout le film, le gamin utilise des éclairs. Sauf quand il se bat. Quand il se bat, va savoir pourquoi, il sait mettre que des patates. Et des patates d'enfant, hein, des trucs tout pourris. Heureusement qu'il y a eu Aquaman, hein. Heureusement qu'il y a eu Aquaman, parce que le DC Universe, il prend l'eau de toutes parts. J'ai d'ailleurs fait une rétrospective du DC Universe, je te mets un petit lien quelque part. Si ça t'intéresse, je traite les 5 films de Man of Steel à Justice League. Et j'explique un petit peu pourquoi est-ce que la perte de qualité est aussi flagrante. Autant, comme je viens de le dire, Aquaman avait relevé le niveau. Mais Shazam, waouh, c'est claqué. Mais c'est claqué. C'est un film de Noël qui a pour propos qu'il faut aimer sa famille, que ce soit ta famille biologique ou ta famille d'adoption. C'est intéressant comme propos en soi, mais la manière dont il est traité, non. On enchaîne les vannes, on ne fait que ça, les gamins qui jouent ne sont pas de bons acteurs, les dialogues sont très mal écrits, comme je l'ai dit, les scènes d'action sont très mauvaises, il y en a que 2 et franchement, elles sont éclatées au sol. On est face à quelqu'un quand même qui a des pouvoirs comparables à ceux de Superman. Revoyez la baston de Man of Steel, revoyez la baston finale de Shazam, ça n'a rien à voir. C'est ridicule, c'est DC qui essaye de faire du Marvel. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que seul Marvel sait faire du Marvel. Il faut faire autre chose. X-Men, ils ont essayé de faire du Marvel, ça a pas pris. Sony, ils ont essayé, ça a pas pris. Donc forcément, Warner Bros et DC Comics n'y arrivent pas. Punaise, mais si le DC Extended Universe était resté comme il était censé être, c'est-à-dire sombre, philosophique et avec des thématiques très profondes, punaise, mais en réalité, ça aurait été le feu. Et je regrette parce que à l'époque, moi, je crachais sur ces films, je crachais sur Batman v Superman. Et je disais que c'était une sombre merde, très ennuyeuse, qui ne racontait rien et qui se prenait trop au sérieux. Alors qu'aujourd'hui, ouais, j'ai ouvert les yeux et je me rends compte que Batman v Superman, c'était du jamais vu. Et c'est trop tard. Maintenant, bon, c'est pas de ma faute non plus, hein, je le prends pas pour moi, mais maintenant, bah voilà, on doit se contenter des Shazam et des Wonder Woman 1984 qui... Même s'il sera bien, Wonder Woman, peut-être qu'il sera bien, mais il est plus dans la teinte sombre et sérieuse, et DC Comics, même dans les bandes dessinées, ça a toujours été plus sombre et plus sérieux que Marvel. Je suis pas un grand liseur de comics, mais j'en ai lu quelques-uns, et ça a toujours été plus sérieux, plus sombre, plus dark, plus brut. Shazam. Numéro 2, la chute du président. Roland Emmerich, où es-tu?
La chute du président est le troisième épisode d'une trilogie qui fait suite à la chute de la Maison Blanche et la chute de Londres. Alors autant la chute de la Maison Blanche c'était de la merde, mais la chute de Londres c'était pas mal du tout. On retrouve le personnage de Michael Banning qui défend le président, qui cette fois-ci est joué par Morgan Freeman, qui subit une attaque de drone surprise et qui du coup va se retrouver un petit peu en off avec le président à devoir le protéger. En vrai ça ressemble un peu à du Jack Bauer quoi. Mais du mauvais Jack Bauer. Franchement ce film était top 1 de mes flops avant que le vrai numéro 1 ne prenne cette place il y a quelques jours. Et la chute du président, tu sens qu'ils avaient tellement pas de budget, et tu sens que personne ne croit en ce film quand il est dedans. Même l'acteur principal, qui est... comment il s'appelle ? Gérard Butler. Même Gérard Butler, qui pourtant est un bon acteur, même si ça fait un moment qu'il n'a pas joué dans des bons films, c'est un très bon acteur, il joue très bien. Et là, même lui, tu sens que... il est en mode il s'en fout quoi, il en a plus rien à faire, il est là pour prendre son chèque et à mon avis le chèque il était pas ouf vu les effets spéciaux, les décors, les costumes, la photo, enfin tout dans ce film fait cheap quoi. On dirait les direct to DVD avec Nicolas Cage et Steven Seagal. Pour ceux qui ont le courage d'en regarder, bah ça ressemble à ça. Sauf que c'était au cinoche. Et c'était super décevant. Les scènes d'action sont surcutées, on ne voit rien du tout, alors que c'est dommage, parce que dans la chute de Londres, on avait des scènes d'action qui étaient vachement dynamiques, on avait toute une scène en plan séquence dans une ruelle, où on le voyait se faire une vingtaine d'ennemis, une trentaine d'ennemis, à lui tout seul, dans le noir total, enfin c'était super stylé quand même. Et là, c'est pas du tout créatif, c'est pas du tout intéressant, c'est mal écrit. Le méchant du film ne se révèle même pas. C'est-à-dire que le grand méchant du film, on ne sait pas qui c'est. On peut s'en douter parce que c'est très mal foutu et que dès les premières minutes où on le voit, on se dit « toi, t'es un traître », mais officiellement, on n'est pas censé savoir qui c'est. À aucun moment, il ne se révèle, c'est juste d'un seul coup, au bout de 50 minutes, pouf, je suis là, je suis le méchant, je suis entouré d'une armée et je vais te niquer. Ça n'a aucun sens. Et le héros, il est pas en train de réagir, genre en mode « oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» et tout. Il est en mode « ok, bah t'es le méchant du film, bah je vais te tuer ». Ça n'a aucun sens. J'ai passé un moment vraiment désagréable devant ce film. Et je suis parti le voir, malgré le fait que la chute de la Maison Blanche, pour moi, c'était très mauvais. Je suis plutôt team White House Down. Mais la chute de Londres était très très bien. C'est un très bon film que j'ai vu 2 ou 3 fois. Du coup, là, je comprends pas. Je comprends pas. Peut-être que la chute de Londres a fait tellement peu d'entrées que au final, pour la chute du président, ils ont divisé le budget. Je sais pas, hein, je sais pas. En tout cas, c'était une très mauvaise expérience. Presque aussi mauvaise que le film suivant. Numéro 1. La vérité si je mens, les débuts. Yallah. Ah là 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 là. Ah la défaite. La vérité si je mens les débuts est un préquel à la trilogie La vérité si je mens. Nous suivons donc les personnages de Dove, Patrick, Ivan et Serge qui ont un vidéoclub et vont vivre chacun de leur côté une petite aventure. Parce que c'est ça le film. Une petite aventure pour chacun des personnages. Alors il faut savoir que quand j'ai vu La vérité si je mens les débuts, de base je l'avais mis en position 6 de mon flop. Un truc comme ça. Et plus le temps passait, plus il montait en level. Parce que ce film, je ne vous mens pas, il m'a facilement hanté pendant une semaine ou 2. Et quand je suis rentré du cinéma, j'ai dû me refaire La vérité si je mens 2 pour être bien sûr de ce que je venais de voir. Parce que La vérité si je mens les débuts n'est pas un film sur un groupe d'amis. Dans les anciens films, on était habitué à voir le groupe passer des moments ensemble, vivre des aventures ensemble. Ils avaient bien sûr chacun leur petite vie de leur côté, forcément, mais on sentait que c'était un groupe d'amis qui vivaient une aventure commune. Là, pas du tout. Là, on est juste devant Patrick qui tombe amoureux, on est devant Dove qui pécho une meuf, on est devant Serge qui fait du Serge, et on est devant Ivan qui est inexistant du film en vérité. Et malgré que ce soit un très mauvais film, cependant, je dois avouer que les acteurs sont très corrects. À part le gars qui joue Ivan, là je trouve qu'il est complètement à côté de la plaque, même si son personnage est mal écrit et quasiment absent du film, je trouve pas qu'il ressemble vraiment beaucoup à ce que Bruno Solo proposait. Mais par contre, Patrick, Serge et un petit peu Dove surtout dans les scènes où il est en groupe, mais quand il est seul, pas vraiment,
Patrick et Serge, c'est incroyable. Je vous mets juste un petit extrait de la bande-annonce tellement c'est ouf. C'est pénalité de retard. Elle est où ta cheveux? Je vais te montrer moi comment ça marche. Elle a 10 jours de retard. Et alors, tu travailles à la poste? Elle est retournée comme une crêpe, toujours un peu plus, elle pleurait sa mère. J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention. Bravo. Bravo aux acteurs quand même. Bravo aux acteurs. Mais c'est le seul point positif du film, car dans La Vérité si je mens les débuts, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'histoire commune, il n'y a strictement rien, l'humour c'est vraiment du bas de plafond, des trucs qui sont pas drôles du tout. Alors que, encore une fois, ça s'écrivait tout seul. Tu fais un préquel sur La Vérité si je mens, t'écris l'histoire de leur rencontre. C'est tout. Ils viennent d'avoir le bac, ils ont 18 ans, ils se lancent dans la vie active, ils ouvrent une boutique ensemble, il fallait faire le film sur le vidéoclub. Le vidéoclub devait être l'enjeu du film, en réalité. Et tous les trois, parce qu'on sait que Serge, il est à moitié dans les histoires, à moitié ailleurs, donc Yvan, Dov et Patrick se lancent dans le marché de la cassette vidéo. Et voilà. Et t'as ton film. La location de cassettes, c'était un gros truc à l'époque. Et en plus, ça aurait rendu les choses d'autant plus intéressantes parce qu'on sait que dans les films de base, ils sont plutôt dans le textile, les gars. Et au final, là, ils se lancent dans la cassette vidéo. Donc, justement, tu pouvais ajouter ça à l'histoire en faisant en sorte que, bon, c'est bon, la cassette vidéo, on a assez donné, on va plutôt se mettre dans les fringues. Enfin, je sais pas, c'était pas compliqué de faire un préquel à La Vérité si je mens en réalité. C'était pas compliqué, les personnages sont tellement marqués, les personnages sont tellement forts que, ouais, en fait, ça me paraissait simple de faire un bon préquel. Il suffit de garder l'esprit. Et l'esprit de La Vérité si je mens, c'est quoi? C'est des amis qui ont une aventure commune, en lien avec le business, le textile, une entreprise. Ils sont en train de faire un truc, ils sont sur un coup. C'est ça La Vérité si je mens. Mais si t'enlèves le coup, que t'enlèves toutes les scènes d'amitié, les scènes de partage, je vous jure, hein, j'exagère pas, ils ne se croisent pas du film. Il y a 2 scènes où ils sont tous ensemble. Au début du film, où ils se connaissent déjà, on voit même pas leur rencontre, et à la fin, quand Patrick devient riche et qu'il les emmène en décapotable. Ouais, Patrick il devient riche, ouais, c'est un spoiler de dire ça, Patrick Abitbol il devient riche à la fin, c'est un spoil. Ce film m'a vraiment fait beaucoup de mal. J'étais dans la salle et ouais, je souffrais. Franchement, je souffrais. J'ai appelé un pote après la séance, je lui ai dit, j'en reviens pas de ce que je viens de voir. C'était tellement raté de bout en bout. Pourtant, la mise en scène est correcte, enfin voilà, c'est classico-classique, quoi. La Vérité si je mens, ça a jamais brillé par la mise en scène. Mais ouais, t'as pas d'humour, t'as pas de sketch en fait, parce que dans La Vérité si je mens, t'as l'habitude d'avoir des sketchs, tu vois. Allô, je suis un copain de Dove, il m'a dit que t'aurais rien, tu vois. Des sketchs, ça manque de ça et ça manque de scènes marquantes aussi. J'ai aucun souvenir d'une scène marquante dans ce film. Serge, il veut tricher pour le rattrapage. Dove, il drague une nana, finalement... Ah si, voilà, c'est ça. Il y a un coup à la fin, il y a un coup. Mais le coup, il est rushé, il sort de nulle part et il n'y a aucun enjeu. Je vais pas vous spoiler, parce que je sais très bien qu'il y a des gens, et tu leur dis le moindre truc, c'est du spoil. Donc je vais pas vous dire c'est quoi le coup de la fin, mais effectivement il y a un petit coup. Mais ce qu'ils font... Même moi je peux le faire. Franchement, même moi je peux le faire. Easy. N'importe qui peut le faire. Dans La Vérité si je mens, il y avait ce côté un petit peu... on est plus malin. Tu as réussi à nous avoir, mais on va te montrer qu'on peut t'avoir 2 fois plus. C'est ça en fait La Vérité si je mens, c'est ça le principe. Et le réalisateur qui a écrit le film, il dit que là pour le coup il voulait changer. Ben non en fait, tu changes pas ça. C'est ce qui fait le film. Il y a Dirty Tommy qui a dit récemment, il a dit un truc intéressant sur le fanservice. Il a dit, moi j'aime pas quand on crie au fanservice à chaque fois parce que quand je vais voir Alien, j'ai pas envie de voir du Terminator. Donc je suis censé retrouver les codes de la saga Alien. Il disait ça pour Star Wars 9. Et il a raison. Et dans La Vérité si je mens, bah moi je suis censé retrouver les codes de La Vérité si je mens. Alors lui il dit oui, je voulais changer, je voulais du neuf, d'accord. Mais au final, tu racontes quoi en racontant l'histoire de 4 adolescents qui vivent chacun leur petite histoire, inintéressante et pas drôle en plus. Sachant que sur les adolescents, t'en oublies un, hein, c'est Yvan. Yvan qui ne sert strictement à rien. Il était un petit peu effacé dans les anciens films, c'est vrai que c'était celui qu'on voyait le moins, mais là on le voit pas, Yvan. Yvan, c'est un personnage secondaire du film,
qui est là pour dire à Patrick, oh là là, Patrick, arrête de prendre dans la caisse. Et Patrick qui est en mode, c'est bon mon petit Yvan, t'inquiète pas, je vais te rendre l'oseille. Je vous mens pas quand je vous dis que ce film il m'a hanté. Hein. J'y ai pensé pendant une semaine ou deux. Parce que je suis un grand fan de La Vérité si je mens, moi. Des 3, hein. Même le 3, je le trouve excellent. Donc, voilà, ça m'a vraiment touché. Et je me rendais pas compte à quel point ce film m'avait touché négativement, mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Aujourd'hui, je me rends compte que La Vérité si je mens, les débuts, m'a fait du mal. Et c'est rare qu'un film me fasse du mal, vraiment du mal. Hein. Je parle pas de « Ah, je me suis fait chier » ou « ça m'a énervé », vraiment du mal. Donc voilà. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais pas trop ce que 2020 nous attend, mais j'espère que ce sera des bons films en tout cas. Et voilà, prends soin de toi, à très bientôt, salut!